Fabien Samson, avec ta permission, vous avez la parole pour 35 à 45 minutes. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Issouf. Merci, Clara. Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation, surtout. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? OK. Je vais tout de suite lancer mon partage d'écran. Donc, du coup, je vais disparaître. C'est pas grave. Vous allez voir des jolies images à la place. Enfin, j'espère. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? OK, très bien. Alors, écoutez, je vais essayer de me tenir, dans les temps qui me sont impartis et puis, je vais surtout parler de l'Algérie, en fait, et puis je vais terminer sur le Sénégal. Donc, pour ceux qui ont déjà, qui m'ont déjà entendu à plusieurs reprises sur l'Algérie, il y aura peut-être des redites, je vous prie de m'en excuser pour cela. Donc la présentation que je vais faire aujourd'hui, repose sur un terrain principal que j'ai mené de 2015 à 2018, donc en Algérie, dans les wilayas, c'est-à-dire les régions ou les départements d'Alger et puis surtout de Blida, qui se trouve à une soixantaine de kilomètres à l'intérieur des terres, une soixantaine de kilomètres d'Alger. Ma présentation repose sur ce premier terrain et sur un deuxième terrain, qui n'en est qu'à ses débuts, qui a donc été mené à Dakar, au Sénégal, de juin à août 2022, donc l'été dernier. Alors, ce qui me permet de relier ces deux terrains, qui sont évidemment en contexte très différent, c'est le prolongement et l'approfondissement sur le terrain sénégalais des thématiques que j'ai étudiées sur le terrain algérien. Alors, plus explicitement, le travail que j'ai mené en Algérie est présenté dans un article. Alors, attendez, est-ce que ça passe? Voilà. Est présenté dans un article du dernier numéro des Cahiers d'études africaines, que vous voyez là en ligne, que j'ai coordonné avec Marie-Nathalie Leblanc sur les classes sociales et les religiosités islamiques en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Et moi, l'objectif de mon article, c'était de montrer comment des femmes qui vivent dans un même contexte conservateur utilisent le religieux, la religion devenant pour elles un moyen ou un outil pour reproduire leurs conditions de classe, se distinguer socialement, ou au contraire pour gagner en liberté au sein d'un contrôle social très fort. Alors, puisque j'utilise le terme de conservateur, je le définis tout de suite tel que je l'entends, comme ça ce sera fait. Le conservatisme, c'est évidemment un concept politique qui est né en Occident suite aux diverses révolutions anglaises, américaines et françaises. En France, il a permis de nommer, donc au moment de la Révolution, suite à la Révolution, les opposants aux idées des Lumières, tandis qu'aux États-Unis, il a regroupé les défenseurs d'une société qui était basée sur un code moral dont le socle religieux était fondamentaliste. Alors, les personnes sur lesquelles j'ai travaillé dans ce contexte en Algérie, qui avaient donc des appartenances sociales distinctes, entraient, à mon avis, parfaitement dans cette catégorie de conservatisme, puisque leurs comportements sociaux au quotidien étaient dictés par une lecture stricte des enseignements coraniques, sans que d'ailleurs ces personnes ne soient pour autant salafistes elles-mêmes ou tenantes d'un islam politisé. Alors, j'ai fait aussi le parti pris, j'ai eu le parti pris, méthodologiquement efficace à mon avis, d'appréhender les religiosités des femmes par le biais des matérialités, puisque ces matérialités rendent compte de leurs pratiques. Alors, c'est ainsi que je me suis mise surtout à travailler, et pour la première fois d'ailleurs en Algérie, sur le voile islamique. J'ai travaillé aussi sur d'autres matérialités, mais il est vrai que la question du voile islamique a pris le dessus sur mon terrain. Non pas parce que c'est un sujet polémique ici en Occident, notamment en France, mais parce que tout simplement, j'ai constaté que c'était un sujet quasi quotidien en Algérie aujourd'hui. Il revenait sans cesse dans les discussions et il était aussi dans les revendications politiques de certains militants de la moralisation, si je peux dire comme ça, de la vie publique. Donc, dans ce contexte algérien, et je précise bien dans ce contexte, le voile islamique devient un objet qui est révélateur de diverses manières d'appréhender les pratiques religieuses, mais aussi le patriarcat, mais aussi les rapports de domination, etc. D'ailleurs, déjà dans les années 2000 en Algérie,
la sociologue Nassim Adris utilisait le vêtement comme un instrument de mesure de la tolérance sociale vis-à-vis des femmes. Donc, elle expliquait que le contrôle social, familial et patriarcal est accru là où le nombre de voiles strictes prévalent, c'est-à-dire les voiles strictes, c'est-à-dire les hijabs monochromes, les djilbabs ou les voiles intégraux. Et en échange, elle expliquait aussi que la visibilité de femmes non voilées ou en hijab coloré révélait un contrôle amoindri. Donc, dans ce contexte conservateur de la wilaya de Blida, sur laquelle j'ai travaillé, aujourd'hui, le voile islamique féminin donc, est vraiment la norme, mais l'exis corporel, c'est-à-dire la manière de se tenir, de parler, de marcher, donc de sentir, de penser, etc. Je vous renvoie aux travaux de Bourdieu là-dessus. L'exis corporel varie selon le degré d'appréhension de ce conservatisme. Autrement dit, ce que je vais dire par là, c'est que les femmes ne portent pas le voile de la même manière, ni pour les mêmes raisons, selon les milieux auxquels elles appartiennent. Et donc, mon objectif, ça a été d'interroger cette matérialité religieuse au sein de ce milieu conservateur qui est hétérogène, pour comprendre quel sens ce voile prend selon les groupes sociaux d'appartenance de ces femmes. Voilà, donc pour faire cela, je me suis attachée à dresser des portraits de plusieurs femmes qui appartenaient à des milieux où on peut dire des classes sociales différentes. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux, une de la bourgeoisie commerçante locale et une de la classe moyenne ou de la classe aspirant à une élévation sociale. Alors, on a défini pardon, hop, ça marche pas. On a défini ces catégories de classe sociale dans ce numéro. Je vous y renvoie, mais bon, je pense que dans ma présentation, je vais donner les clés d'explication de ces concepts-là. Alors, le premier portrait donc, de cette femme de la bourgeoisie commerçante. Alors, en 2016, j'ai passé 2 mois dans chez une famille très riche de la bourgeoisie marchande d'une petite ville qui était proche de la ville de Blida, que j'ai entourée là. C'était une famille qui s'était enrichie à partir des années 1970-1980, puisque le grand-père de cette famille était à l'époque proche du Front de Libération Nationale, le FLN, le parti au pouvoir, parti unique, et il était également proche de l'armée. Et donc, il avait réussi à acquérir des terres qu'il avait revendues en parcelles et s'était enrichi comme ça. Alors moi, j'étais hébergée chez son fils, qui était un homme qui, à l'époque, avait la cinquantaine et qui mettait à profit la fortune de son père, mais également lui-même était devenu grand commerçant. Donc, il vivait selon les critères locaux de la bourgeoisie conservatrice locale. Il avait, on peut le voir, une très grande maison qui était bien cachée de la rue par de très hauts murs sécurisés par des barbelés, il y avait des caméras partout. Il avait plusieurs grosses voitures, il avait une maison secondaire très belle au bord de la mer, où d'ailleurs la famille partait en vacances l'été. Avec son fils aîné, parfois son propre père, il partait régulièrement en France ou en Espagne pour rendre visite à des amis ou à de la famille, etc. Alors la mère de famille, elle avait 46 ans à l'époque, elle était mère au foyer, et le couple avait 4 enfants, 3 filles et un garçon. Donc, dès mon arrivée, j'ai été immédiatement incorporée à l'univers féminin, c'est-à-dire que j'ai été enfermée dans la maison avec les femmes. Alors, quand je dis enfermée, c'est-à-dire que dès le premier matin, quand je me suis réveillée, j'ai constaté que j'étais enfermée à clé dans la maison et que les clés étaient cachées. Et au fur et à mesure de la journée, je me suis rendu compte qu'il n'était pas prévu que je ressorte de cette maison jusqu'à la fin de mon séjour, 2 mois plus tard. J'ai donc, je ne vais pas revenir en détail sur ce que j'ai vécu dans cette claustration féminine. Je l'ai développé dans cet ouvrage-là que je vous montre. Je vous renvoie si vous voulez avoir des explications sur voilà, comment c'était de vivre au quotidien avec ces femmes recluses dans cette maison. Donc cette famille répondait vraiment à l'idéal bourgeois qui exigeait que les hommes soient dehors, qu'ils travaillent, qu'ils subviennent aux besoins élémentaires de la famille, qu'ils développent une vie sociale au café, à la mosquée,
qu'ils fassent des affaires commerciales, etc. Et de leur côté, les femmes restaient, elles, donc je l'ai dit, recluses, à entretenir la maison, à garder les enfants, à préparer les repas, etc. Et cette claustration féminine signifiait concrètement, dans le cas donc, de ma famille d'accueil, que les femmes ne pouvaient jamais sortir seules sans une tutelle masculine qui était garante de leur bonne moralité à l'extérieur du périmètre familial. Donc la mère de famille justifiait sa claustration, je pense que je peux vous montrer tout de suite sa photo, la mère de famille justifiait sa claustration par l'islam. Elle disait qu'elle était une bonne épouse et que cela signifiait aussi qu'elle était une bonne musulmane. Donc l'honorabilité sociale de la famille passait par la richesse, par l'argent, ce qui n'était rien, mais elle passait aussi par la religion et par la division spatiale des corps genrés. Et cette division spatiale était légitimée par, donc, j'ai dit, un discours rigoriste, une lecture rigoriste de la religion. Et je dois préciser que ce soit dans cette famille ou que ce soit d'une manière générale dans le contexte de la wilaya de Blida, où j'ai pu faire ensuite des enquêtes à l'extérieur, l'islam dont on me parlait, quand on me parlait religion, on ne parlait jamais de spiritualité ni de mysticisme, on ne parlait uniquement que d'affaires de comportement, et en l'occurrence des comportements de la femme qui devait être la garante de la bonne moralité familiale. Donc en fait, le religieux se résumait quelque peu au bon comportement de la musulmane. Donc, la mère de famille faisait ses 5 prières par jour, tous les jours, évidemment. Les rares fois où elle sortait, on le voit, hein, elle portait un hijab coloré, avec une abaya bleu foncé ou noire, qui donc est une robe qui couvrait l'entièreté de ses habits. Alors, elle ne se disait pas du tout salafiste, mais elle avait une approche très rigoriste de la religion. Sa reclusion comme son voile était vraiment le signe de sa piété. Et au quotidien, elle me parlait continuellement de religion, continuellement de l'islam, du Coran, et vraiment dans tous les petits actes qu'elle faisait dans la vie quotidienne, elle m'expliquait comment c'était en accord avec le Coran. C'était vraiment important pour elle de se dire que sa vie correspondait au comportement de la bonne musulmane. Donc la religion était vraiment pour elle l'explication qui légitimait un mode de vie qui était particulièrement rude et solitaire. Il lui permettait de se penser et puis aussi de se montrer à la fois bonne épouse dans ce milieu bourgeois et bonne musulmane dans ce contexte conservateur. Alors, ces journées étaient assez répétitives. Elle passait son temps à faire le ménage, à faire la cuisine, à écouter la radio. Elle regardait beaucoup la télévision, des feuilletons des pays arabes. Elle surfait sur internet. Alors bon, moi, j'allais pas vérifier ce qu'elle regardait, mais elle me disait qu'elle allait voir surtout trouver des recettes de cuisine et puis écouter des prédicateurs musulmans. Alors, quand je discutais avec elle sur qui étaient ces prédicateurs, et cetera, c'était des gens qui étaient principalement originaires d'Arabie Saoudite et qui la réconfortaient dans sa manière de vivre. En fait, elle ne cherchait pas auprès d'eux une connaissance spirituelle particulière, mais plutôt un renforcement moral qui lui permettait d'accepter ses conditions de vie au quotidien. Il faut préciser aussi que dans ce milieu qui était très riche économiquement, c'était un milieu qui était très pauvre intellectuellement. Il n'y avait pas un seul livre dans cette maison, il n'y avait pas du tout de recherche de connaissances, qu'elles soient religieuses, mais aussi historiques ou même géographiques sur leur propre pays, etc. Et ils avaient même un sacré mépris pour mes propres recherches universitaires. Et d'une manière générale, ils méprisaient vraiment tout ce qui se voulait être intellectuel. Alors, lorsqu'il rentrait, son fils aîné surveillait systématiquement, contrôlait son téléphone, puisqu'elle n'avait pas droit à une messagerie personnelle. Et elle avait très peu de communication aussi avec son mari. En fait, son mari venait au moment de l'heure des repas pour s'asseoir à table. Il avait généralement toujours son téléphone collé à l'oreille et il parlait à l'extérieur, en fait, tout en étant là. Donc, il parlait à personne dans la maison. Et il repartait dès qu'il avait fini de manger et il revenait ensuite tard le soir. Donc, manifestement, il n'y avait pas beaucoup de communication. Voilà. Et en plus, cette femme ne sortait jamais non plus dans son joli jardin fleuri.
autour de la maison parce qu'elle avait tout simplement peur de croiser le jardinier qui venait là tous les jours, puisque aucun homme ne devait évidemment la voir dévoilée ou la voir dans son intimité. Et d'une manière générale, le monde extérieur était pour elle source de danger. Je pourrais y revenir par la suite. C'était vraiment tout ce qui venait de l'extérieur était dangereux pour les femmes, donc il ne fallait pas sortir. Lorsqu'elle avait besoin d'aller chez le médecin ou chez le coiffeur ou d'aller voir ses parents, soit son fils aîné, soit pardon, excusez-moi, hop, c'est dans l'autre sens. Son fils aîné, ou un de ses neveux se mettait à sa disposition pour l'accompagner, l'amener et la ramener, l'attendre et la ramener. Alors, si la domination masculine semble être majoritairement la norme dans de nombreuses régions d'Algérie, dans cette famille extrêmement riche, la claustration de la femme était vraiment à son paroxysme, puisque, alors qu'habituellement, par exemple, pendant au moins le temps du ramadan, souvent on voit les familles sortir ensemble le soir. Là, dans cette famille, jamais le mari ne proposait à sa femme de sortir, et non plus, jamais personne ne rentrait dans la maison. Sauf en cas de force majeure, comme par exemple si jamais il y avait des travaux. J'ai souvenir un jour, il a fallu que des ouvriers entrent dans la maison et nous avons eu les consignes, nous les femmes, de vraiment partir en courant pour nous cacher. Donc, voilà le contexte. La mère refusait elle-même de quitter cet espace clos de son domicile au nom justement de son statut associé à une vision rigoriste de la religion. Et les relations avec les femmes de son entourage étaient quasi nulles. Elle n'allait pas voir ses voisines et elle ne les recevait pas non plus chez elle. Donc en fait, ses seules relations sociales étaient avec sa belle famille et avec ses propres parents. Donc je l'ai dit, elle devait se montrer bonne épouse, digne de la richesse de son époux, et son effacement volontaire du monde social était la marque de sa distinction. Moi, j'ai remarqué, en vivant vraiment avec elle, qu'elle voulait faire de sa vie un sacrifice, tout ça pour se faire bien voir, surtout de sa belle famille qui était très, très riche. Et elle pouvait s'épuiser à confectionner des gâteaux, à prolonger le ramadan alors qu'elle était malade, ou vraiment à se compliquer la vie pour montrer combien elle était dévouée à l'islam et dévouée à son époux, puisque les choses allaient ensemble. Dans les faits, je pourrais y revenir aussi si vous voulez, je l'ai décrit ça dans l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure. Elle était dans les faits très triste et très malheureuse, pour des raisons multiples. Elle en voulait énormément à son mari et en fait, si elle passait son temps à justifier son mode de vie par, des préceptes religieux très rigoristes et cetera, elle était en même temps, très jalouse des femmes qui pouvaient sortir, qui pouvaient avoir une vie sociale. Et donc, voilà, elle était dans cette dualité qui est très humaine et elle était finalement très malheureuse, de sa vie. Alors, un grand nombre de travaux sur, les femmes, dans les sociétés arabes contemporaines montrent que, leur peu de visibilité et leur exclusion des débats démocratiques résultent d'une réactivation, d'une reformulation de valeurs patriarcales qui sont, liées donc à une conception rigoureuse de la religion. Je veux dire par là que le patriarcat qui existe dans la plupart, dans toutes les sociétés, en tout cas du bassin méditerranéen, sinon plus, est là depuis des siècles, mais évidemment, le patriarcat n'est pas une chose en soi, il évolue en fonction de l'évolution des sociétés. Et en Algérie, il a évidemment le patriarcat qui peut être vécu aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, ou 150 ans. Et ce qui s'est passé aussi en Algérie, c'est que dans les années 90, avec l'avènement du Front islamique du salut, le fils a imposé une nouvelle manière, enfin, il a posé la question de la place et du rôle des femmes dans la société algérienne. Et l'une des premières mesures qu'a pris le fils lorsqu'il est arrivé, il a gagné les élections en 1991, a été de restreindre la présence féminine dans les espaces publics et de leur imposer systématiquement le port du voile islamique sous peine tout simplement d'être assassinée. Donc la mère de famille, comme beaucoup de femmes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là, était à la fois
très critique envers les islamistes parce qu'ils avaient amené de la violence, mais en même temps, elle était très compréhensive en disant que finalement, ils avaient amené le vrai islam en Algérie. Et donc, elle expliquait très fièrement qu'elle avait elle-même imposé le port du hijab à ses sœurs et à sa mère qui auparavant portaient le haïk. Là, il ne s'agit pas du tout de sa mère, hein. C'est une photo que j'ai prise d'une vieille dame qui porte le haïk pour vous montrer ce que c'est que ce voile traditionnel qui n'avait pas de connotation religieuse. Alors, paradoxalement, l'une de ses belles-sœurs, que vous voyez ici, donc c'était la sœur de son mari, parce que sa belle famille était clairement affirmée salafiste. Donc cette belle-sœur, qui elle-même se disait salafiste, avait une vie sociale beaucoup plus développée que la femme de ma famille d'accueil. Parce que cette dame allait régulièrement, elle allait tous les week-ends, elle allait le samedi et le dimanche à la mosquée, et une fois dans la semaine, elle allait suivre des cours pour les femmes. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne musulmane? Donc elle sortait de chez elle et elle avait donc une vie sociale puisqu'elle rencontrait d'autres femmes, etc. Cette femme que j'ai côtoyée quand même pendant un certain temps, avec qui j'ai d'ailleurs fait du tourisme, là on la voit, c'est à Alger, on fait du tourisme avec elle et avec son fils. C'était une femme qui était très chaleureuse, très souriante. Bon, on voit pas sur la photo, mais donc elle sortait toujours avec son abaya noir, ce voile très couvrant et évidemment le tissu pour couvrir son visage. Mais comme je l'ai dit, elle avait une vie sociale qui était beaucoup plus développée et finalement, ses habits lui permettaient de sortir. Dans le contexte réislamisé de l'Algérie contemporaine, le port du voile islamique a permis à de très, très nombreuses femmes de sortir de chez elles, de travailler, de faire des études, d'avoir une vie sociale. Et d'ailleurs, lorsque l'on se promène, par exemple, sur les campus universitaires un peu partout en Algérie, surtout quand on va à Alger, la très, très grande majorité, d'abord, il y a beaucoup d'étudiantes, et la grande majorité des étudiantes, si ce n'est quasiment presque toutes, sont voilées. Et le voile leur permet, parce que dans un contexte où le voile, où il y a cette réislamisation et où le voile montre la bonne moralité des femmes, les femmes se servent de ce voile pour pouvoir justement sortir, faire des études, etc. Mais il faut préciser que dans le contexte de la wilaya de Blida dans lequel j'ai travaillé, les femmes sont très, très rares dans les rues. On se promène dans les rues, en fait, on ne voit pas de femmes. Ou celles qu'on voit, elles sont vraiment de passage. Elles transitent d'un lieu à l'autre. Elles ne sortent jamais pour se promener, mais elles sortent toujours parce qu'elles ont une raison particulière pour sortir. Donc, voilà, mon premier portrait de femme. Et maintenant, je voudrais en arriver à cette autre personne qui vit donc dans le même contexte conservateur, puisqu'elle vit aussi dans la wilaya de Blida. Mais donc c'est une femme que j'ai rencontrée aussi durant ce séjour-là. Alors elle est issue d'une famille classe moyenne que je peux définir comme un groupe intermédiaire qui se trouve entre les moins bien lotis et les plus favorisés. Et donc cette femme qui était l'aînée de sa famille, elle avait 36 ans quand j'ai fait mon terrain, elle aspirait à un certain type de liberté sociale et individuelle. Et son ambition était rendue possible grâce, là encore, à sa bonne religiosité au sein de ce contexte conservateur. Alors, je vous explique. Cette femme vivait chez ses parents parce qu'elle n'était pas mariée, ce qui est évidemment une situation rare dans le pays et même dans sa propre famille, puisque ses petites sœurs se mariaient les unes après les autres et elle restait célibataire. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital de Blida. Et c'était un métier qu'elle n'avait pas choisi. Elle rêvait de devenir journaliste. Et d'ailleurs, c'était un peu difficile. Elle me racontait que c'était un métier, enfin, le métier d'infirmière était un métier très difficile. Et le problème, c'est que pour les femmes qui vivent dans ce contexte-là, les seuls métiers qui leur sont possibles, ce sont les métiers du médical et de l'enseignement. En fait, ce sont les métiers respectables pour les femmes. Et donc, devenir journaliste, c'était quelque chose d'impossible pour elles. Alors, son métier ne la rendait pas riche, mais il lui permettait quand même de donner de l'argent à ses parents.
Alors, son père était retraité, sa mère était femme au foyer. C'était des gens qui n'avaient pas fait d'études, qui d'ailleurs ne parlaient pas du tout le français, et ils habitaient une maison assez modeste. Mais ils avaient décidé que leurs enfants travailleraient, étudieraient, feraient des études et travailleraient, filles comme garçons. Et cette décision, qui reposait donc sur l'aspiration à une ascension sociale pour leurs enfants et par leurs enfants, sans distinction genrée, montrait vraiment la singularité de cette famille dans ce contexte conservateur que j'ai déjà décrit. Puisque d'une manière générale, hein, sans aller dans le cas extrême de la femme grande bourgeoise, les femmes habituellement dans ce contexte, elles font des études, elles commencent à travailler et puis dès qu'elles se marient, elles deviennent femmes au foyer. Alors cette famille était religieusement pratiquante, elle le montrait, hein. La mère était également habillée d'une abaya noire, d'un hijab coloré, elle allait aussi tous les matins à la mosquée. Ses filles portaient, on peut le voir, hein, voilà, des hijabs colorés avec des motifs sur des tuniques, des pantalons assortis. Le fils de la famille, lui, portait le kami avec la barbe, à l'image des hommes salafistes, et le père de famille était en pantalon chemise. Alors en fait, toutes ces apparences permettaient à chaque membre de la famille de se fondre dans l'univers conservateur environnant, puisque, par exemple, pour les hommes, le village en fait, où ils habitaient, tous les hommes, surtout les jeunes, portaient le kami et étaient habillés avec les apparats des salafistes. Et toutes les femmes étaient également voilées. Alors leur pratique religieuse était évidemment réelle et sincère, hein, mais elle était beaucoup moins stricte que celle de la femme du portrait précédent. Alors par exemple, le fils, lorsque je l'ai connu, il est venu me saluer, alors donc avec son apparat de salafiste, il est venu me saluer en me serrant la main et en me disant qu'il était très heureux de rencontrer une Française. Ça m'a vraiment étonnée parce qu'habituellement les salafistes, que ce soit les hommes ou les femmes, refusent de serrer la main d'une personne de l'autre sexe. Et en discutant, j'ai compris qu'il était important pour lui de se vêtir comme, soi-disant, l'était le prophète, etc. Mais que son apparence ne voulait pas dire qu'il adhérait pour autant à un projet politique, voire même social, en lien avec ce courant lié à sa religion. La jeune femme donc du portrait, elle, vous le voyez, hein, portait un voile de couleur avec des dessins qui évoluaient selon la mode du moment. Il laissait passer ses cheveux un peu devant, un peu derrière aussi des fois, parce qu'elle avait les cheveux très longs. Quand je lui disais, ça la faisait rire et puis même des fois, elle enlevait son voile et elle se le remettait comme ça dans la rue, elle se l'ajustait, un peu comme un geste de coquetterie. Elle aimait aussi se maquiller les yeux. Bon là, je l'ai anonymisée donc on ne voit pas. Elle aimait se mettre du rouge à lèvres et voilà. Mais par contre, elle était vraiment très, très attachée à son hijab qu'elle portait depuis l'adolescence, qui faisait vraiment partie de sa panoplie vestimentaire, hein, comme n'importe quel autre habit. Et il était absolument inconcevable pour elle de ne pas le porter, même lorsqu'on allait à la plage. Elle restait tout habillée à la plage, elle allait se baigner tout habillée, ou alors elle enfilait un maillot hijab. Alors son voile, il était absolument primordial pour elle. Sans le voile, elle se sentait nue, elle se sentait impudique, même si finalement les raisons de le porter n'étaient pas entièrement religieuses. Pour elle, en fait, le hijab, c'était juste la norme d'habillement dans son entourage et il lui permettait de sortir, de travailler, d'avoir une vie sociale et elle le transformait également en accessoire de mode. Donc en fait, il la protégeait du regard extérieur tout en la mettant en valeur par ses motifs, ses couleurs, etc. Et puis grâce au hijab et aussi grâce à son métier, cette femme avait acheté sa liberté qui était matérialisée par une petite voiture blanche qu'elle avait pu se payer et avec laquelle elle partait. Dès qu'elle avait un petit moment de libre en dehors de son travail, elle embarquait dans sa voiture sa mère, ses sœurs, ses copines, moi quand j'y étais, et on partait. Vraiment, elle voulait tout le temps aller découvrir tout ce qui se passait dans les environs. Elle avait vraiment envie de bouger, etc. Et donc sa voiture, c'était ça. Et donc voilà, on s'entassait dans sa petite voiture et on partait au hammam, à la plage, dans les centres commerciaux, etc. Alors évidemment, il était inconcevable que cette femme sorte seule.
Mais le regroupement entre femmes semblait suffire à sa respectabilité. Les hommes, évidemment, étaient complètement exclus de ces sorties-là. Cette femme participait aussi, puisqu'elle gagnait sa vie, aux dépenses de la famille, chose qui était absolument inconcevable dans la première famille dont j'ai fait le portrait. Et à plusieurs reprises, nous sommes allés faire les courses au supermarché, alors que dans la première famille, les hommes travaillent, gagnent l'argent pour la maison, mais aussi ils vont faire les courses, etc., puisque les femmes ne sortent jamais. Là, voilà, là, nous, on allait faire les courses et ramener l'argent et de quoi faire vivre la famille. Alors, sa liberté reposait aussi sur son célibat, autre critère qui l'a singularisé dans ce contexte-là, même si je dois dire que la plupart de ses copines et collègues qui travaillaient donc à l'hôpital avec elle, qu'elles soient infirmières ou médecins, étaient aussi célibataires, la quarantaine, approchant la quarantaine ou la quarantaine passée. Donc, c'était quand même, voilà, des cas particuliers. En fait, toutes ces femmes refusaient de se laisser enfermer dans un mariage. Alors bon, elles disaient toujours: «J'espère un jour trouver un mari, le bon mari», etc. Mais en fait, elles voulaient, voilà, elles ne voulaient pas se laisser enfermer dans un mariage qui allait certainement les obliger à quitter leur métier, à rester à la maison et à perdre la liberté qu'elles avaient acquise. Alors, voilà, mais quoi qu'il en soit, malgré tout ce que, voilà, tout ce que je viens de raconter, cette femme projetait également sur son environnement social environnant les mêmes représentations de danger que la mère bourgeoise de ma famille d'accueil, le premier portrait. Par exemple, elle croyait en un certain nombre de légendes modernes qui étaient véhiculées surtout par les réseaux sociaux, et dont l'objectif était évidemment de restreindre le mode de vie des femmes, les limiter dans leurs activités, dans leurs sorties, etc. Par exemple, elle était absolument persuadée que c'est arrivé qu'on aille à la piscine ensemble et elle était persuadée, enfin, un jour, elle m'avait dit qu'elle avait très peur de tomber enceinte en se baignant, parce que des hommes avaient pu se baigner dans la piscine avant elle. Il faut savoir qu'en Algérie, les piscines sont non mixtes, donc il y a les horaires pour les hommes et les horaires pour les femmes. Alors, cette femme qui a fait des études de médecine, qui travaille à l'hôpital et qui connaît comment fonctionne le corps, qu'elle croit en ce genre de légende, je trouvais ça quand même assez intéressant, parce que ce genre de légende, effectivement, a une valeur sociale, comme celle de l'enfant endormi ou autre, mais comme j'ai dit, elle, en tant qu'infirmière, le fait qu'elle y croit, révélait les paradoxes de sa vie de femme en quête de liberté dans cet environnement conservateur. Elle oscillait entre son ancrage social, religieux, familial, auquel évidemment elle adhérait et qui l'a limitée en tant que femme dans ses possibilités de mobilité et d'expérience personnelle, et elle aussi également dans son désir de connaissance, d'indépendance, d'affirmation de soi. Donc voilà, elle était tiraillée entre tout ça et parfois ça donnait des choses assez étonnantes. Alors, je vous ai fait 2 portraits, de 2 femmes qui vivent dans un même contexte pour vous montrer comment, chacune use du religieux de manière différente pour, l'une garder son statut social, l'autre pour acquérir une certaine liberté. Et je voudrais, terminer, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ça va, j'ai encore une petite, dizaine de minutes? OK. Je voudrais terminer sur, pardon, voilà. Je voudrais terminer sur, sur le Sénégal, où j'ai mené un terrain, donc j'ai commencé un terrain, l'été dernier. Alors, j'ai décidé de revenir travailler au Sénégal, lieu que je connais bien pour avoir mené pendant plus de 20 ans des enquêtes sur différents sujets en lien avec le religieux. Et en fait, l'idée que j'ai eue, c'est de transposer, les thématiques, les problématiques que j'ai rencontrées sur le terrain algérien, sur ce terrain sénégalais pour voir ce que ça donne. Et donc de travailler sur la question des religiosités féminines et de la place de ces femmes dans la société. Alors d'abord, pour cela, j'ai monté, Youssouf en a parlé un peu en introduction, avec Marie-Nathalie Leblanc, nous avons monté un nouveau programme ANR, le programme RIMA, dans lequel nous cherchons à comprendre, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, en quoi le religieux peut être utile
à des femmes pour s'émanciper religieusement, socialement, individuellement, mais il peut également être un outil dont les femmes se servent pour occuper l'espace public. Donc ça, c'est grosso modo la thématique de notre programme ANR. Et moi, ce que j'ai fait, donc, quand je suis partie l'été dernier à Dakar, c'est que j'ai mené des enquêtes et j'ai rencontré alors une multitude de femmes. Là, je vous en ai mis juste quelques-unes, mais j'en ai rencontré, j'ai fait des entretiens avec à peu près une trentaine de femmes d'univers très différents, religieuses ou non, qui ont toutes comme point commun finalement d'avoir un parcours qui est quelque peu atypique. Alors j'ai rencontré des sportifs de haut niveau, comme la dame que l'on voit en haut à gauche. J'ai rencontré des femmes politiques, j'ai rencontré des femmes universitaires, j'ai rencontré des militantes féministes, j'ai rencontré pas mal d'étudiantes en doctorat sur le campus de Dakar qui sont soit voilées, soit non voilées, etc., etc. Et mon objectif, c'était de comprendre pourquoi ces femmes-là que l'on voit, elles ont pu, à la différence de leurs sœurs, de leurs cousines ou d'autres femmes de leur entourage, elles ont pu faire des études, elles ont pu entreprendre ce qu'elles voulaient faire, sportives de haut niveau, faire des études très longues, etc. Quel contexte, alors que les autres femmes de leur famille n'ont pas pu faire les mêmes choses. Donc, je voulais savoir quel contexte social et familial a favorisé cela, et aussi, est-ce que le fait d'être musulmane et de se montrer musulmane pouvait faciliter leur entreprise personnelle ou les freiner. En tout cas, est-ce que leurs religieux interagissaient ou pas dans leur itinéraire, dans leur parcours personnel? Alors déjà, il faut comprendre que le contexte du Sénégal, qu'il soit social, politique ou religieux, est absolument différent de celui de l'Algérie, puisque nous avons ici affaire à un islam qui est majoritairement soufi, qui s'entremêle à l'économique, au social et au politique, malgré le caractère constitutionnellement laïque de l'État. Le voile islamique n'y est pas non plus la norme quotidienne. Il est remplacé par une multitude de tissus de tête que les femmes arborent selon leur âge et selon leur statut marital et statut social. Et lorsqu'il est porté, le voile islamique lui-même est porté d'une multitude de façons, en fonction de ses différentes appartenances confrériques ou non, etc. etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'il y a quand même eu pas mal de travaux sur cette question. On est aussi dans une société que l'on peut qualifier de patriarcale, où les filles ont beaucoup plus de restrictions que les garçons, mais les femmes sont complètement présentes dans les espaces publics. Même si je l'ai vu à travers les entretiens que j'ai menés, elles doivent se battre pour gagner leur place dans le monde universitaire en tant qu'enseignante ou dans le monde politique en tant que femme politique militante, etc., etc. Les choses ne sont pas forcément gagnées pour elles d'avance, du fait qu'elles soient des femmes. Alors, je n'ai pas le temps ici de faire des portraits aussi détaillés que ceux que j'ai fait sur ces femmes en Algérie, mais mon objectif, c'est d'arriver là. Et puis aussi, mes recherches aujourd'hui ne sont pas assez poussées pour cela. Donc, c'est vraiment un début de terrain, hein, c'est des pistes en fait que je lance là. Et justement, vos questions et vos remarques me seront vraiment intéressantes pour pouvoir continuer mon travail. Alors, ce que je vais faire là plutôt, c'est que je vais donner des grandes lignes de ce qui ressort. Et puis, après, on pourra en discuter. Alors, la première donnée qui ressort de tous les entretiens que j'ai faits avec ces femmes, c'est qu'il s'agissait toujours, je peux le dire, de femmes qui étaient fortes et indépendantes. Elles affirmaient toute une grande personnalité, avec une volonté de réussir par elles-mêmes, assumant systématiquement une volonté de s'affranchir des contraintes sociales et familiales. Alors, beaucoup de jeunes femmes que j'ai rencontrées, qui étaient étudiantes, voire même des femmes d'âge plus avancé, disaient que soit, pareil, hein, elles disaient toutes, j'espère un jour rencontrer le prince charmant, mais en fait, elles disaient toutes, en discutant un peu plus profondément, ne pas vouloir se marier, ou celles qui étaient plus âgées n'avaient pas voulu se marier, parce qu'elles ne voulaient pas subir un mariage et un mari qui allaient les empêcher, là encore, de travailler ou de mener à bien leurs activités sportives, leurs activités associatives, politiques, etc.
Alors donc, comme la deuxième femme de la wilaya de Blida, dont j'ai fait le portrait, elle préférait s'assumer seule pour s'épanouir, même si elle contrevenait aux conventions sociales et religieuses et subissait par là une pression familiale sur cette question. Alors, beaucoup, ça c'était très intéressant, beaucoup ont parlé de leur père. C'est vraiment revenu dans beaucoup d'entretiens comme référence masculine qui les encourageait à être ce qu'elles sont. Alors là, il y avait une grande différence avec la plupart des femmes que j'ai rencontrées en Algérie, où l'image du père était souvent plutôt le modèle d'une autorité tyrannique, telle que décrivaient les femmes que je rencontrais. Là, c'était l'inverse, c'était vraiment les hommes, leur père, qui les autorisaient finalement à se singulariser et à devenir ce qu'elles étaient. Et il y avait une chose qui revenait aussi très souvent dans les entretiens, c'est qu'elles disaient que toutes, quand elles étaient petites, elles étaient des garçons manqués. Et ça vient avec le fait que, voilà, leur père, en fait, s'était vraiment plus occupé d'elles peut-être que d'autres enfants de la famille, et leur disait: «Tu as la liberté de devenir ce que tu veux, ma fille». Donc c'était vraiment quelque chose de très marquant et je pense que c'est quelque chose à creuser. Alors, on le voit sur la photo, bon, pas toutes, hein, mais la plupart portent un voile islamique. Et alors ça aussi, c'est particulier parce qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, le voile islamique n'est pas du tout la norme au Sénégal, mais il s'avère que la plupart de ces femmes, et c'était, bon, il y a certaines étudiantes que j'ai cherchées parce qu'elles étaient voilées, mais la plupart des autres femmes que j'ai rencontrées, il s'avérait qu'elles étaient voilées. Donc voilà, là aussi, il y a quelque chose. Euh, je vais vous donner pour moi voilà, une explication qui ressort des discours. Le voile, c'était souvent pour elles un acte individuel qui les démarquait, là encore, des femmes de leur famille. Parce que la plupart du temps, leur mère, leur sœur, leur cousine ne portaient pas le voile. Donc, en fait, elles le vivaient comme un acte d'indépendance et d'affirmation d'elles-mêmes, montrant aux autres qu'elles ne voulaient pas faire comme elles. Alors, cela ne voulait pas dire qu'elles critiquaient pour autant la religiosité de leur mère ou de leur sœur. Elles ne critiquaient pas du tout les femmes qui ne portaient pas le voile, mais elles disaient qu'en fait, elles en avaient une autre compréhension et c'était en fait leur manière de faire, leur manière d'être musulmane, leur manière de se démarquer. Donc le voile était vraiment une manière de s'affirmer aussi face à une religiosité ambiante dictée par les confréries soufis et plusieurs d'entre elles m'ont dit que non pas, alors pareil, elle ne critiquait pas du tout le soufisme, elle se disait elle-même soufie, elle ne critiquait pas du tout les systèmes confrériques, mais elle trouvait que dans les confréries soufis, les femmes étaient souvent relayées au second plan. Or, elle voulait être des femmes de premier plan. Et donc, le fait de se voiler était une façon de se démarquer de mode de religiosité de ces confréries soufis. Voilà, donc ça, c'est vraiment des pistes qui sont apparues par ces entretiens et que je vais continuer à explorer dans les mois et dans les années à venir. Enfin, ce qui m'a intéressée aussi, c'est la question du féminisme. Et j'ai remarqué que ces femmes-là qui veulent se démarquer, dans leur discours, il n'y avait pas du tout une conscience féministe et une volonté d'un engagement général pour les femmes. Il s'agissait vraiment pour elles de se démarquer, c'était des itinéraires individuels qui étaient liés à une affirmation de soi. D'ailleurs, la notion de féminisme qui est très discutée au Sénégal aujourd'hui, où on est aussi dans l'ère MeToo qui arrive, avec des bouleversements sociaux très importants au Sénégal aujourd'hui, qui vont faire que la société d'ici 10 ans va être vraiment transformée avec la place des femmes qui va vraiment prendre une envergure, je pense, dans la société sénégalaise, avec une transformation de la structure du modèle familial, avec une urbanisation qui est de plus en plus intensive, avec le travail des femmes, avec les enfants qu'on met en crèche. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. Donc les femmes vont prendre une autre place dans la société sénégalaise dans les années à venir. Mais tout ça donc fait poser plein de questions sur la question qu'est-ce que c'est que le féminisme, quelle est la place des femmes, etc. Enfin, c'était des débats que moi j'entendais partout sur le campus universitaire et ailleurs. Et ces femmes se posaient aussi ces questions, mais elles n'étaient pas du tout dans une démarche militante de on va faire quelque chose pour les femmes d'une manière générale au Sénégal. C'était vraiment des itinéraires personnels et elles n'étaient pas tellement intéressées en fait par un certain militantisme féministe, qu'il soit islamique ou qu'il soit autre. Donc je vais conclure parce que le mieux c'est de rester
voilà, sur la discussion. Je n'ai pas le temps d'approfondir tous les premiers résultats, évidemment, de mes enquêtes. Hein. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un terrain que je commence. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est donc de partir d'une même matérialité. Là, en l'occurrence, c'est le voile islamique, et de voir en fait ce que cette matérialité révèle. Est-ce qu'elle voilà, les choses similaires et les choses différentes qu'elle révèle dans deux contextes très différents que sont l'Algérie et le Sénégal. Et puis l'intérêt, c'est aussi de voir finalement ce que cette matérialité, le voile islamique, dit des sociétés qui sont étudiées, de leur dynamisme, de leur transformation, et évidemment, là, en l'occurrence, de la place des femmes au sein de ces sociétés. Voilà, donc j'espère que mon propos a été clair et vous a intéressé. Je vais couper du coup le Merci Fabienne. Le propos a été clair et surtout, vous avez été dans le temps. 45 minutes. Parfait. Merci. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la présentation de Fabienne a tourné autour de la question de la religiosité des femmes à partir des matérialités, notamment le voile, la manière de se tenir, de parler en contexte de conservatisme islamique en Algérie et au Sénégal. À partir d'une ethnographie qu'elle a menée en 2018-2022, elle est partie à la rencontre des femmes, de la Wilaya de Biada d'abord, de différentes classes sociales, où l'appréciation du religieux est interprétée dans un milieu bourgeois et conservateur sous plusieurs angles. Elle analyse le parcours de ces femmes dans ces espaces contraints, pour reprendre l'expression de Fatoumata Coulibaly qui est avec nous, des privations de liberté et où le voile constitue un moyen d'expression et de représentation de soi dans la société. Au Sénégal, où qu'elle connaît bien, pour y avoir mené des études antérieurement et où elle a rencontré une trentaine de femmes de différents profils sociaux, Fabienne essaie de comprendre la manière dont elles ont réussi à concilier les religiosités musulmanes et trajectoires professionnelles dans un contexte d'un islam plus conciliant, mené en majorité par les mouvements soufis et au sein des structures sociales moins patriarcales. Je pense que ce résumé de la présentation de Fabienne pourra permettre à ceux qui nous ont pris en marche d'avoir une idée de ce qu'ils ont raté et pourra ouvrir l'étape des questions et des réponses. Clara? Oui, on peut passer aux questions si vous le souhaitez. Je vous invite à utiliser le bouton réaction, lever la main si vous souhaitez prendre la parole, ou sinon aussi à utiliser le chat et puis on lira vos questions en les posant directement à Fabienne. Merci. Vous avez la parole. Oui, Salima Moussouni. Oui, désolée, je ne pourrais pas mettre la caméra. Moi, je viens d'Algérie et écouter ce qui se dit comme ça de l'Algérie, c'est sûr qu'il y a une composante affective qui pourrait peut-être brouiller un petit peu mon jugement intellectuel. Mais ma question, c'est pourquoi le choix des deux familles? Pourquoi ne pas avoir choisi des femmes dans d'autres régions, par exemple à Alger ou dans les grandes villes? Et pourquoi ne pas avoir invité une femme comme moi qui n'est pas voilée, qui a fait des études en archéologie en 1987 à Alger? Donc, je ne sais pas le contexte de votre recherche, mais je trouve que l'échantillonnage ne dresse pas un portrait fidèle à la question de la religiosité et
et tout ça parce que il y a beaucoup de diversité, beaucoup de façons d'être religieux et de ne pas l'être aussi, beaucoup de façons d'être dans le patriarcat. Donc, il y a tellement de diversité que je suis étonnée de voir l'échantillonnage que vous avez choisi. Voilà, merci beaucoup. Je réponds tout de suite, c'est plus simple, comme ça. Oui, là, ça va permettre à d'autres personnes de se préparer. Merci beaucoup pour la question qui me revient très, très souvent et qui est très intéressante et je pense que vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, dans mes travaux, j'explique toujours que l'Algérie est très, très, très plurielle et que les femmes en Algérie vivent de façon très, très, très plurielle. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce terrain? Vous savez, quand on est anthropologue et qu'on part sur le terrain, il y a un choix de terrain, mais il y a aussi le hasard des rencontres, le hasard de la vie qui fait qu'on arrive dans tel ou tel milieu. Et ne connaissant rien à l'Algérie, moi, je me suis fiée à des amis qui m'ont amenée là par connaissance personnelle et je me suis retrouvée dans cette famille complètement par hasard. Et c'est vrai que ça a été mon premier rapport avec l'Algérie qui m'a marquée profondément parce que ça a été très violent, les premières choses que j'ai vécues. Et j'ai par la suite, alors je n'en ai pas parlé là, j'ai effectivement par la suite fait d'autres terrains à Alger. J'ai vécu à Alger. J'ai été aussi en Kabylie. J'ai été du côté d'Oran, j'ai été du côté d'Annaba. J'ai vu plein de façons de vivre. Et il est vrai que je me suis toujours posé la question que ces femmes que j'ai rencontrées lors de mon premier terrain et que j'ai revues ensuite les années suivantes quand je suis retournée en Algérie, j'allais toujours sur Blida pour aller les revoir. Sauf la femme de ma famille d'accueil, parce que ça s'est mal fini, en fait, notre affaire. Je me suis toujours demandé en quoi c'était représentatif des femmes en Algérie. Sauf qu'il y a aussi autre chose. Ne pas parler de ces femmes, parler de ces femmes n'exclut pas de parler des autres modes de vie des femmes en Algérie qui ne portent pas le voile, qui font des études, etc. Et j'en ai rencontré. Mais ne pas parler d'elles non plus au nom du fait qu'il ne faut pas montrer cette image-là de l'Algérie qui serait archaïque. Pour moi, ça me pose problème aussi. Alors, je sais, on me l'a reproché, on m'a dit que même je faisais du néocolonialisme, etc. En fait, moi, je suis désolée, moi, j'ai atterri en Algérie dans ce contexte. J'ai rencontré une multitude de femmes qui vivaient dans ces difficultés-là. Et j'en ai fait un terrain qui était très riche. Je ne prétendrai jamais, c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai dit toujours ce contexte de la wilaya de Blida, qui est particulière. Je précise bien d'où je parle, de qui je parle. Je ne généralise jamais. Mais je dis qu'il y a ça qui existe en Algérie. Et qu'on ne peut pas faire semblant comme si ça n'existait pas, et que c'est révélateur aussi d'une société algérienne contemporaine, même si ça n'est pas représentatif du tout, et ça je ne le dis jamais de toute l'Algérie. Donc, voilà, je ne sais pas trop si je réponds à cette question, mais c'est vrai que c'est une question qui me revient continuellement quand je parle de mon travail en Algérie. Excusez-moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Moi, dans mon intervention, je n'ai pas parlé de ne pas parler de cette réalité. Moi, je la dénonce aussi. Je sais qu'elle existe et que je la dénonce. Mon intervention, c'était le portrait qui n'était pas assez fidèle en montrant ces circonstances et ce patriarcat est extrêmement malheureux, je dirais. Mais en même temps, c'est que moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est juste ça l'Algérie. Et c'est ça que je voulais attirer votre attention parce que
ce n'est pas que ça. C'est ça et autre chose. C'est pour ça que je parlais de diversité. Et c'est ça que je ne retrouve pas dans ce que vous présentez. Ce n'est pas pour vous dire ne pas parler de ça. Au contraire, il faut en parler, il faut dénoncer et il faut être conscient de cette réalité et ne pas faire comme si qu'elle n'existait pas jamais de la vie. Je pense que je vous rejoins à 100% dans ce propos-là. Donc, voilà. Mais merci beaucoup d'avoir répondu. Et voilà, merci. Merci, Oui, mais ça, je suis Salima. d'accord avec vous. Hein, ce n'est pas du tout toutes les femmes d'Algérie qui vivent comme ça. Ça c'est sûr. C'est un contexte particulier. Merci beaucoup. Adobe Thierry, tu peux activer ton micro. Oui. Oui, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette communication. Même si le son ici me faisait un peu défaut, mais j'ai fait mes études pour quand même suivre. Voilà, j'ai vraiment apprécié l'étude et autres, mais j'ai une préoccupation. Bon, peut-être que le son a fait que peut-être que j'ai raté quelque chose, mais bon, la préoccupation sera une occasion pour mieux comprendre. À écouter, j'ai pu voir que son terrain s'est limité à vraiment une famille aisée et autres et tout. Et quand on écoute, j'ai le sentiment que cette famille-là, dans les propos, peut-être que j'ai mal pris note. Mais arrivé à ce moment, j'ai pu entendre que souvent ils font ça pour ne pas, par rapport au regard de la belle famille, pour ne pas perdre un certain nombre d'avantages et autres et tout. Voilà. Mais est-ce que si tu bases sur ça, le fait de ne pas vouloir forcément perdre un avantage, on peut parler vraiment de piété musulmane. Ça, c'est le premier fait. Et le deuxième fait, est-ce que pourquoi n'avoir pas aussi fait peut-être une étude comparée avec aussi des familles vraiment qui ne sont pas, qui sont très moins aisées, de sorte qu'on puisse vraiment apprécier le regard des aisés, des moins aisés, concernant le voile. Est-ce que ici on est conditionné par la pauvreté ou bien on est conditionné par la richesse? Donc, à ce niveau-là, je voulais qu'elle essaie un peu de donner un peu ma lanterne, quoi. Voilà. Qu'en est-il réellement du côté des familles qui sont moins aisées? Voilà. Merci bien. C'est un peu dans ma préoccupation. Merci Thierry. D'accord. Fabienne, tu réponds ou bien on prend la question de Mohamed Sakou? N'importe, ça m'est égal. On peut prendre Mohamed. Ok, Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir Issou, bonsoir chers collègues. C'est très rapidement, c'est dans le sillage de l'échange de Fabienne avec son instant, j'ai entre de mémoire, donc Madame Salima Moussouni. Donc premièrement une remarque et ensuite une question, vu que j'ai eu l'occasion de parler avec Fabienne très longuement de ce travail-là, de ce terrain-là. Juste une précision, et je pense également que les autres vont être d'accord sur ce point. Et ensuite, j'ai une question donc, pour Fabienne, peut-être qui va permettre d'apporter une réponse, ou en début de réponse. C'est que finalement, ce qu'elle fait, ce qu'elle a proposé, c'est qu'une s'inscrit dans une démarche qualitative, et ce qu'elle propose, c'est juste une photographie d'une problématique qui s'inscrit dans un contexte social donné, tout simplement. Après, c'est toujours compliqué, la constitution d'un corpus, le choix d'un corpus. Et à chaque fois, on peut toujours discuter donc, du choix de ce corpus, donc de l'élaboration de ce corpus, de son établissement. Ce qui fait que cela m'amène à poser la question maintenant à Fabienne. Est-ce que si c'est un Algérien, parce que ce qu'on oublie finalement dans ce débat, il me semble, c'est l'identité finalement du chercheur ou de la chercheuse. Fabienne n'est pas algérienne, elle est française. Est-ce que finalement, ce type de travail, donc de recherche empirique, est-ce que si c'est un Algérien, je ne sais pas, d'Alger, de Kabylie, voire de Bilda ou Blida, qui l'avait conduit, est-ce qu'on aurait à peu près ce même regard? Je pose la question à Fabienne, en fait, donc je pense que ça peut également permettre d'apporter des éléments de réponse à Madame Saïd.
Ah, Mohamed, on t'entend. Finalement, qui n'appartient pas à cette terre géographique est toujours questionné. Et je pense que c'est important qu'éventuellement qu'on écoute Fabienne sur ce point. Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, on te reçoit. Merci. Ça a coupé un tout petit peu sur la fin, mais je pense qu'on a compris. OK. Merci. Mais est-ce que, Sako, on pourrait parler de la question de la positionnalité du chercheur, c'est ça? Oui, c'est plus ça, en fait. Donc voilà. OK. C'est plus clair. Parce que finalement, c'est comme si on dit finalement que premièrement, c'est une recherche qualitative qui n'est pas représentative du moment où elle est qualitative en soi, on n'est pas dans une démarche quantitative. Et deuxièmement, au fond, ça pose finalement la question de l'identité du chercheur, donc de son positionnement, de sa place. Est-ce que ça aurait été un chercheur algérien qui enseigne à Alger, qui fait cette étude, est-ce qu'on aurait eu cette même réaction? Est-ce que ça aurait été les mêmes questionnements? Finalement, c'est ça, finalement, je pense, le cœur. Et ça peut nous permettre de répondre donc à la question. OK, merci. OK, merci beaucoup. Alors, d'abord, les toutes premières questions. Où y a-t-il de la piété s'il y a finalement une instrumentalisation du religieux pour plaire à une belle famille riche? Bon, je pense que les choses sont plus complexes que ça. L'un n'est pas antinomique avec l'autre. On joue sur plusieurs registres. On est des êtres humains avec nos complexités et on fait de la pratique religieuse parce qu'on y croit, mais aussi parce que voilà, là en l'occurrence cette femme, il y avait tout ça, le fait de se montrer bonne musulmane. Effectivement, c'était pour plaire à sa belle famille, c'était pour adhérer à ce milieu social, mais c'était aussi parce que c'était une vie à laquelle elle aspirait. Donc, que ce soit religieusement, que ce soit socialement, je pense que voilà, là, c'était un peu mon propos, en fait, l'hypothèse que je faisais d'entremêler un petit peu ces questions à la fois religieuses et à la fois sociales. Sentiment d'appartenance à la fois religieuse et sociale. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux, et ce n'est pas forcément antinomique. Alors après, justement, sans doute parce que votre son n'a pas fonctionné, mais en fait, je me suis employée à prendre le portrait de deux femmes, justement, l'une de la grande bourgeoisie commerçante, l'autre d'une classe moyenne. En fait, la différence, c'est que l'une aspire à cet idéal bourgeois qui est de rester femme au foyer, alors que l'autre n'a pas les moyens et doit travailler. Et du coup, comment le religieux légitime les façons de vivre de l'une et de l'autre dans ce même contexte conservateur où il y a une conception d'un islam rigoriste qui imprègne un petit peu l'environnement social. Donc c'était ça un petit peu la démarche, mais sans doute vous n'avez pas pu entendre l'entièreté de mon propos. Voilà. Alors moi, tu me poses une sacrée question. Et il faudrait qu'une sociologue algérienne qui travaille sur ces questions-là réponde peut-être et qu'on voit. Moi, je peux parler que de mon point de vue, qui est très limité à mon propre point de vue. Il est vrai que, comment expliquer ça pour bien utiliser les bons mots? C'est vrai que bon, ce terrain en Algérie, ce premier terrain en Algérie a été très violent. Je l'ai vécu d'une façon très violente parce que j'ai vraiment été littéralement enfermée avec des femmes et que j'ai vécu leur façon de vivre qui était très compliquée. Et ça m'a marquée et qu'après, c'est vrai que quand j'ai voyagé partout dans l'Algérie, que j'ai vu d'autres réalités, je ne pouvais pas m'enlever aussi cette image-là et que j'en ai quand même retrouvé aussi beaucoup ailleurs. Même à Alger, même en Kabylie, j'ai trouvé des femmes qui vivaient aussi complètement recluses dans d'autres contextes, etc. Mais il est vrai que ce n'est pas non plus toutes les femmes d'Algérie qui vivent cela. Mais moi, c'était mon terrain. Le hasard a fait que je suis tombée sur cette famille et que ça a été mon terrain et que du coup, je me suis servie de ce contexte extrêmement conservateur pour voir ce que les femmes en faisaient. C'est ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui en montrant des portraits qui sont différents, des femmes qui, dans ce contexte, peuvent très bien réussir, grâce au voile ou etc., à sortir, à travailler, à gagner en liberté. Voilà.
Il y a eu une violence, et je sais qu'on en a déjà discuté, Mohamed, je pense que c'est à ça que tu fais aussi référence. Il y a eu une violence quand je suis revenue en France et que j'ai parlé justement de ce travail, et que là, on m'a renvoyé plein de choses parce qu'en tant que Française, je n'avais pas le droit d'aller travailler en Algérie sur ces questions-là, de parler ainsi de ces femmes. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai un peu répondu à Salima, pardon, mais d'une façon, parce que je veux dire, c'est quelque chose qui me revient tout le temps quand je parle de l'Algérie et de ce travail-là. Et on me renvoie tout le temps le fait que je suis française et que je donne une image extrêmement négative de l'Algérie. Alors que je fais très, très attention dans les écrits de toujours dire que ce n'est pas, je ne généralise pas, qu'il y a plein d'autres réalités, etc., etc. C'est juste, voilà, comme le disait Mohamed, une photographie d'un contexte qui existe et que moi, j'ai voulu décrypter, sans vouloir en faire des généralités, sans dire que c'est ça l'Algérie. Mais effectivement, le fait que je sois française aussi joue quelque chose parce que c'est compliqué quand on est française et qu'on fait du terrain en Algérie. C'est compliqué en Algérie et c'est compliqué en France aussi quand on revient et que et c'est étrange. En fait, les problèmes, je les ai toujours eus en France et jamais à l'étranger, au Canada. Quand je suis venue au Canada, aux États-Unis, en Suisse, je ne sais où, que je parle de ce terrain et que j'ai des Algériens en face de moi et qui viennent, des femmes qui viennent me raconter leurs témoignages, etc. Et quand je suis en France, systématiquement, on me demande pourquoi je ne parle que de ces femmes, etc. Ce que je comprends, hein, ce n'est pas du tout une critique, mais c'est quelque chose de récurrent. Et du coup, j'ai essayé aussi dans mon ouvrage de travailler là-dessus, d'essayer de décrypter aussi ce que ça voulait dire. Du coup, après, je ne sais pas du tout si je pense une femme algérienne aurait pu faire le même terrain que moi. C'est pas en fait là que ça se situe, quoi. Ça, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je n'ai pas plus d'explications en fait. À donner que de dire effectivement qu'il y a une problématique du rapport en tant que Française. Merci Fabienne. Et nous avons là André Jovial et Amadou Tindano. André Jovial, vous avez Très bien, voici, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir pris le train en retard à cause d'un empêchement. J'ai ouvert mon ordinateur à 13h10, heure de Montréal. Voici, je n'ai pas de questions, j'ai un témoignage que je voudrais apporter sur la base de 2 expériences en Algérie et au Sénégal que j'ai pu vivre. En Algérie, enfin, je peux dire que je crois connaître l'Algérie davantage qu'une grande proportion d'Algériens. J'ai débuté ma carrière d'économiste en 1968, alors que je travaillais pour le ministère du Plan. Et j'y suis retourné 5 fois depuis 2007 jusqu'à 2013. J'ai parcouru le pays d'Alger jusqu'aussi loin que Gardaïa en passant par Ouargla. J'ai été co-directeur de 2 doctorantes kabyles, une de Tizi Ouzou et une de Béjaïa, jusqu'à très récemment. Les 2 ont soutenu leur thèse au printemps. Celle de Béjaïa, elle n'est pas vraiment religieuse. Les 2, je dois dire, ne sont pas voilées. Et celle de Béjaïa a fait un mariage d'amour et elle a soutenu sa thèse enceinte de son 2e enfant. Donc, tout va bien. Les 2 sont venus, je dois dire, grâce à mon intermédiation. J'ai obtenu des appuis financiers pour qu'elles puissent faire un stage au Québec. Donc, j'ai échangé avec elles autant au Québec qu'en Algérie lors de mes différents séjours. Alors, je peux témoigner que j'ai pu connaître une femme qui n'est pas très différente de nos valeurs au Québec, tandis que l'autre, plus musulmane, plus religieuse, croit au destin. Elle a 32 ans et elle est toujours célibataire tant qu'elle ne rencontrera pas l'homme idéal qu'elle recherche, sinon elle accepte le destin. En ce qui regarde le Sénégal, j'y étais en 2006 comme votre coopérant volontaire. J'ai fait des enquêtes pour une entreprise sans but lucratif auprès de 16 coopératives de femmes. La très grande majorité étaient des femmes mariées vivant la monogamie. Une d'elles, qui était sociologue, qui parlait très bien français, a pu me donner son témoignage en acceptant la monogamie parce que c'était une obligation religieuse, mais en avouant que ce n'était évidemment pas facile. Mais ce que j'ai observé, j'étais à Dakar,
et dans la banlieue jusqu'à une ville de banlieue, de toute façon, dont j'ai oublié le nom. Ce que j'ai observé, c'est que les jeunes femmes à Dakar portaient tous, quand elles étaient célibataires, la perruque. Pas voilée. J'en ai pas vu beaucoup de voilées. Sur le campus, oui, un peu, mais c'est surtout des jeunes femmes à perruque. Et on m'a expliqué qu'aussitôt qu'elles se marient, elles portent une espèce de foulard qui est très, très coloré, très beau à voir, très esthétique. Je ne sais pas s'il y a une signification religieuse, je n'ai pas pu le savoir, mais c'est le témoignage que je voulais apporter. Je vais terminer en disant que l'Algérie que j'ai connue, donc de 2005 à 2013, était tout à fait différente de l'Algérie que j'ai connue en 1968. À Alger, les filles se promenaient en mini-jupe, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est seulement les vieilles qui portaient le haïk, comme on dit. Mais ce qu'on m'a fait observer, c'est que aujourd'hui, enfin ces dernières années, le voile se répand, comme c'est le cas dans d'autres pays, comme c'est le cas au Québec. Voilà. Merci pour ce commentaire, ce témoignage, Jovial. Et Amadou Tiendano, tu peux activer ton micro. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation qui est assez intéressante. Et tout de suite, quand j'ai suivi la description de la vie de cette femme algérienne bourgeoise, et puisque moi je suis au Burkina Faso, c'est des cas quand même qui se développent ici aussi. Voilà. Et généralement, comme elle l'a dit, c'est généralement ceux qui sont dans le milieu des affaires, qui ont un certain niveau de vie et qui épousent des femmes et qui vraiment les mettent dans ces conditions. Voilà. Et vraiment, le constat que moi j'ai fait ici, c'est que ça est en expansion, même si ce n'est pas jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et ça me fait penser aux travaux d'Abdoulaye Sounaye sur la question de la réislamisation au Niger, un ouvrage qu'il a publié en 2016 intitulé Islam et modernité. C'est vrai que lui, il a parlé des campus universitaires, mais c'est un peu la même dynamique. Voilà. Et il y a la question que j'ai tenu à poser, c'est la question de Salima, l'Algérienne, qui a demandé pourquoi effectivement Fabienne s'est retrouvée dans cette situation. C'est la question que j'allais poser parce que moi, je suis jeune chercheur, donc j'allais lui demander pourquoi elle a eu le courage d'aller se retrouver dans ce. Mais je pense que les explications qu'elle a données sont satisfaisantes. Voilà. Mais pour moi, cette femme algérienne qui travaille dans la santé et qui choisit de vivre célibataire, bon, c'est quand même une forme de résistance hein, à cet islam rigoriste parce que en même temps, elle essaie par exemple en termes de mode vestimentaire de respecter ces normes et elle tient quand même à ne pas se marier pour subir les dires lois, la dure loi du foyer. Voilà. Donc moi je pense que c'est des résistances. Et concernant également les débats sur les féminismes, les militantismes féminins ou féministes au Sénégal dans les campus, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en cours parce que tel que le débat est posé là, c'est évident que ça va développer des formes militantes dans un proche futur. Voilà. Je vais terminer par la question de Mohamed parce que je me suis aussi d'accord que c'est pas évident que si c'était un Algérien ou une Algérienne là, qu'il puisse avoir les mêmes réactions. Et je suis tenté de dire que généralement les chercheurs ne s'intéressent pas à ce qui se passe autour de lui. Voilà. Alors que souvent, il y a des choses assez intéressantes, assez particulières qui méritent d'être connues. Mais souvent, c'est d'autres personnes qui en parlent. Parce que souvent, quand j'écoute des gens communiquer ou en tout cas de présenter des travaux, si par exemple c'est une réalité dans notre campus, je me rends compte que c'est très intéressant. Alors que bon, moi, au quotidien, j'ai vu ça et je ne trouve pas que bon, pour ceux de particuliers qui méritent d'être en parlé. Donc, voici un peu les éléments sur lesquels je voulais intervenir. Merci beaucoup. Merci Amadou. Fabienne, tu as des réactions à tes commentaires ou bien on passe à Nabil et Alicia? Ok, je pense que ça, voilà, c'était très intéressant, merci. Je pense qu'on va passer à Nabil. Bonjour Nabil. Ok, Nabil?
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Nabil. Bonjour Fabienne. Bonjour tout le monde. Merci Fabienne pour cet exposé qui est très très intéressant. Bon, Fabienne, elle est ma directrice, je suis doctorant en sciences sociales, donc j'essaye un petit peu d'apporter mon expérience puisque je travaille également sur, on va dire, je travaille sur l'Algérie, hein, aussi sur le mouvement salafiste en particulier. Et moi, suite à votre exposé, donc la chose qui m'attire un petit peu ou qui m'intrigue, entre guillemets, c'est par rapport le religieux que vous mettez en avant. Quand j'essaye un petit peu de voir et prospecter, on va dire, la société algérienne au niveau c'est-à-dire dans les grandes villes, c'est beaucoup plus, je pense, le culturel que le religieux. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du haïk. Le haïk, comme tout le monde sait, et comme je suis aussi d'origine algérienne, donc le haïk est porté culturellement. Je pense qu'il y a le côté religieux qui fonctionne au rythme le côté culturel qui fonctionne au rythme du religieux. Vous savez, l'Algérie, elle est passée par plusieurs phases à travers son histoire. Comme vous le savez, 1935, avec la création de l'association des grands savants musulmans avec Abdelhamid Ben Badis. Et les choses, ils ont évolué au fur et à mesure. 1962, l'arrivée, on va dire, de beaucoup d'associations religieuses. Et au fur et à mesure, 1980, 1988, et là, l'apparition du parti du Front islamique du salut. Et au fur et à mesure, si on fait des observations, au fur et à mesure, avec des périodes bien spécifiques, on va voir que l'évolution du port du voile a évolué. C'est-à-dire la culture, elle prend le rythme du religieux. Et en Algérie, le religieux, dans les années 80, c'est beaucoup plus politique qu'autre chose. Et là, on est en train de parler d'islamisme, l'islamisme. Bon, pour que je n'essaye pas on va dire de mélanger les choses. Mais pour vous dire que le signe de maintenant de parler que le signe religieux appartient beaucoup plus, c'est-à-dire quand on parle par exemple du voile, et le voile est un signe religieux, je pense que c'est peu. Et c'est restreint. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une vérité, mais ce n'est pas une vérité absolue. Là, si vous voyez au fur et à mesure, plus on s'éloigne de la décennie noire, c'est-à-dire après les années 90, c'est-à-dire après l'apparition du fils, on voit au fur et à mesure le port du voile, il commence à diminuer. C'est-à-dire vraiment, là je descends, je retourne il y a une semaine, 2 semaines, et je le vois au fur et à mesure. Les femmes ne le portent pas, ou ne le portent de moins en moins, ou si on le porte par conviction. C'est-à-dire, on ne sent pas que la culture extérieure, ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fils, avec le parti Hamas, il n'y a pas une pression, c'est-à-dire de l'espace, de l'espace culturel, on sent moins de pression. Et les femmes, à partir du moment où elles sentent moins de pression, je parle en Algérie en particulier, mais il y a une liberté, une certaine liberté. Donc, c'était ça ma question que j'essayais un petit peu d'apporter. Donc, le culturel fonctionne au rythme du religieux et de la politique. Donc, je ne pense pas que c'est un problème religieux, parce que si on dit elle porte le voile et c'est parce qu'elle est en relation avec le salafisme, je pense que c'est un petit peu très... c'est-à-dire c'est beaucoup plus une caricature qu'autre chose. Désolé et merci beaucoup Fabienne pour cet exposé. Merci. Merci Nabil. Non, mais je suis entièrement d'accord. Pardon. Je suis évidemment entièrement d'accord et je n'ai jamais dit que, voilà, certainement pas le voile, c'est bien là l'intérêt justement de mon exposé, et montrer qu'il peut être porté pour de multiples raisons. Pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles, pour des raisons sociales, pour des raisons esthétiques, pour des raisons, dans certains contextes, j'ai montré en Algérie, il permet aussi aux femmes de se mouvoir,
Bon, maintenant, il y a peut-être dans les villes un mouvement où les femmes l'enlèvent, je ne sais pas, mais on voit du coup au Sénégal, où il n'y a aucune obligation de porter le voile, des femmes qui se mettent à le porter parce qu'elles veulent se démarquer d'un point de vue religieux et s'affirmer en tant que telles. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt. Et je l'ai bien dit au début, moi, le voile, au départ, je ne voulais pas du tout travailler sur ces questions-là parce que ça fait trop polémique dans nos sociétés. Il s'est un peu imposé à moi parce que c'était un sujet récurrent sur mon terrain, donc c'est pareil, je ne vais pas cacher quelque chose qui est là. Donc je l'ai pris, mais j'essaye de voir tout ce qu'il veut dire et qu'il est porté de multiples façons et qu'il veut dire plein de choses et qu'il peut être à la fois un instrument politique ou un instrument de mode ou un instrument religieux ou un instrument culturel, il peut être plein de choses et c'est un peu ça que j'ai essayé de montrer par comment ces femmes s'en servent en fait en fonction de elles, ce qu'elles veulent y mettre comme sens à leur pratique en fait, qui va bien au-delà du religieux. Merci, merci Fabien. Alicia? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui, c'est ça. J'avais comme un commentaire parce que moi, je fais mes recherches sur la place des portraits mourides dans l'expérience religieuse ici au Québec. Mais j'ai observé lors de nombreux séjours en Afrique de l'Ouest qu'il y avait une plus grande liberté dans la manière de porter le voile. Et je me demandais si vous vous êtes interrogé là-dessus pour pouvoir comparer Sénégal et Algérie, parce que c'est juste des observations personnelles qui n'étaient pas dans mes recherches, mais j'ai vu des niqabs se porter avec les mollets à l'air, des voiles se porter où on voit le hijab, mais quand même le décolleté est présent ou les bras sont présents. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Donc, je me demandais si vous avez pensé à ça sur la place du culturel pour réfléchir un peu la liberté dans l'appropriation du hijab, liberté qui semble vraiment plus présente en général en Afrique de l'Ouest que ça peut l'être en Algérie. Donc voilà, c'est mon commentaire. Oui, mais merci beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Bon, d'abord, il y a déjà des travaux qui ont été faits. Je pense notamment aux travaux de Kayamo, qui dans le numéro qu'on a fait avec Marie-Nathalie Leblanc, où elle a dessiné voilà, les façons de porter le voile chez les tijanes, chez les mourides, chez les jeunes, chez les plus vieilles, etc. Des fois, c'est noué juste derrière la tête. Enfin, il y a toute une esthétique. Et moi, les femmes que j'ai rencontrées qui portaient le voile, je leur ai posé la question. On a beaucoup parlé aussi de la question qu'elles étaient sénégalaises, qu'elles sont africaines, est-ce qu'elles portent des liquettes, des pagnes, des tenues sénégalaises. Et du coup, on a beaucoup parlé de ça et comment elles veulent être des Sénégalaises musulmanes qui portent le voile et donc elles associent toutes ces identités-là. À la fois avec aussi des références au monde arabe qu'elles voient aussi par les réseaux sociaux et auxquels elles peuvent s'identifier, et comment elles remettent ça un petit peu à leur sauce en l'adaptant à la façon dont elles conçoivent leur propre culture. Donc c'est vachement intéressant de voir justement ces bricolages avec ces matérialités qui en fait c'est une invention de leur religiosité et de leur façon d'être femme dans la société sénégalaise. Ça fait partie d'un tout, c'est vraiment intéressant. Justement, c'est ça qui est intéressant de travailler sur les matérialités, c'est parce que c'est révélateur de beaucoup de choses, en fait. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers tout ça? Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci. Merci Alicia, merci Fabienne pour ces réactions intéressantes. Moi, juste avant-hier, je lisais un peu l'interview que tu as eue avec Souleymane Bachir et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a ces transformations-là chez nous où de plus en plus, on ne salue plus les parents comme on le faisait par le passé. Ami Sogoma, ça a disparu. On dit de plus en plus salam alaikum, sans même penser à cette dimension d'arabisation de nos pratiques, alors qu'on est dans un contexte où de plus en plus, on est en train d'africaniser un certain nombre de choses, par exemple. Tu vois. Les noms sont en train de changer, on est en train de faire appel aux anciens prénoms de nos parents, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine lecture de l'islam qui fait qu'on ne les voit plus de la manière dont, comme c'était vu. Mais à l'opposé, on a encore certaines pratiques qu'on n'arrive pas encore à interroger, mais qui sont
est pratiquement là. Clara, Oui, il nous il y reste... a des questions dans le chat. Exact, il nous reste 4 Voilà, questions dans le chat. tu as Je la parole. vous poser, Fabienne, les 2 premières questions, puis on ira pour la suite après, si ça vous va. Donc, on a d'abord Abdoulaziz Bah qui nous demande si ces femmes que vous avez présentées ont des espaces de marge de liberté, peut-être aussi entre elles, j'imagine. Et on a Mahmadou Bello Adamou qui nous demande ma question est de savoir si vous vous êtes intéressé au regard des hommes sur les comportements de ces femmes algériennes, surtout le cas des infirmières qui décident de retarder leur mariage. Au Niger, par exemple, les gens ayant un certain niveau d'études et une autonomie financière ont du mal à trouver des maris parce qu'elles sont exigeantes d'un côté, comme le cas des Algériennes, et parce que les hommes veulent des femmes envers lesquelles ils peuvent avoir une autorité. Alors, si je commence par la deuxième question, ça c'était... Oui, bien sûr, alors évidemment. Alors bon, non, que les choses soient très claires, en Algérie, je n'ai pas travaillé avec les hommes parce que je n'avais pas accès au monde des hommes dans ce contexte-là. Par la suite, dans d'autres endroits d'Algérie, oui, mais là, dans ce contexte-là, on était entre femmes. Et c'était très compliqué de faire du terrain avec des hommes. Donc, mais par contre, toutes les femmes me disaient qu'effectivement, elles ne voulaient pas de mari, mais elles en cherchaient quand même un parce que, bon, il y a le poids social et puis parce que certaines auraient voulu faire des enfants, etc. Mais que c'était très difficile, surtout pour des femmes qui étaient médecins, etc., et qui avaient fait de très longues études, qui avaient pu avoir des petits amis pendant qu'elles étaient étudiantes, et puis au moment où elles ont leur diplôme, etc., elles sont trop vieilles, et leurs anciens petits amis ont trouvé des femmes qui étaient plus jeunes et surtout moins éduquées qu'elles. Donc ça, c'était quelque chose qui était très clair. Et par contre, au Sénégal, alors je reprends les thématiques, mais je ne fais pas le même terrain parce que ce n'est pas du tout le même contexte. Donc au Sénégal, j'ai fait un entretien qu'avec des hommes, c'était d'ailleurs vachement intéressant, où avec voilà, d'ailleurs un ancien étudiant à moi qui m'a présenté, on a fait un entretien de groupe avec plusieurs de ses amis sur les femmes sénégalaises. Voilà, ils m'ont parlé de leurs femmes. Et c'était très intéressant de ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas. Et ben, en fait, on retrouvait exactement les mêmes choses, quoi. Il ne faut pas que la femme, elle soit quoi. Ils aiment bien que la femme, elle soit éduquée un minimum et tout ça, mais bon, qu'il ne faut pas qu'elle gagne quand même plus qu'eux. Il faut pas que... Mais bon, on retrouve exactement la même chose en France, hein, donc là-dessus, il n'y a rien d'original. Sur les rapports de couple. Mais ouais, c'est très intéressant de travailler sur les femmes et d'avoir le discours des hommes sur les femmes. Mais malheureusement, en Algérie, là-dessus, je n'ai pas pu le faire. Pour la première question, alors là, vraiment, je reviens, pareil, c'est vraiment le contexte dans lequel j'ai travaillé. À Alger, moi, j'ai vu des femmes qui allaient danser en boîte de nuit, etc. Dans ce contexte-là, les marges de liberté sont quand même très limitées. Les sorties que l'on faisait, c'était aller au hammam, ou c'était aller se promener dans les centres commerciaux. On passait tous des après-midi à se promener. Les femmes n'avaient pas forcément les moyens d'acheter quelque chose, donc on passait notre temps à faire du lèche-vitrine. C'était la sortie, on allait manger une glace, ou alors on allait se promener au bord de la plage. C'était aussi très limité parce que les femmes restaient entièrement habillées, on ne pouvait pas se mouvoir comme on voulait, donc oui, certaines se donnent de la liberté de sortir, d'aller découvrir les choses, mais il y a toujours cette contrainte sociale qui est là et qui est liée à ce contexte-là. Et je l'aurais dit, qui n'est pas révélateur de l'entièreté de l'Algérie non plus. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et on a encore 2 autres questions, plus spécifiquement sur le port du voile islamique, de la part de Amadou Abdoulaziz. Quelle est la situation des filles voilées qui accèdent à l'école primaire et au lycée au Sénégal? En Afrique centrale, spécifiquement au Cameroun par exemple, au niveau du primaire et au lycée, ces filles voilées sont menacées d'enlever leur voile, à défaut, elles sont punies ou renvoyées. Or, à l'université, on observe une liberté de choix du port du voile ou non. Quelle est la situation au Sénégal? Qu'est-ce qui explique cette différenciation des pratiques? D'ailleurs, comme l'avait constaté Frédéric Madoré sur le militantisme islamique sur le campus au Togo, l'université est un espace public où s'expriment plus ou moins aisément les religiosités. Et on a une autre question de Bouraïma Diomandé qui nous demande au Sénégal, parmi les femmes rencontrées, certaines portent le voile simplement par effet de mode, pas dans une démarche religieuse et ou politique. Si oui, qu'est-ce que cela révèle dans le contexte sénégalais?
D'accord. Alors, bon, pour la première question, oui, bon, enfin, vraiment chez les toutes petites, je ne sais pas s'il y a des cas de filles qui portent le voile parce que quand même, ça se fait pas trop chez les toutes petites filles de porter le voile au Sénégal. Mais ensuite à l'école, primaire, au lycée, les filles peuvent porter le voile. C'est complètement accepté. En tout cas, celles que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles l'avaient porté. Donc, enfin, moi, j'ai pas été dans les salles de classe, mais elles m'ont dit qu'elles le portaient. Donc, j'imagine que c'est possible. Alors, il y a eu toute une affaire à Dakar, mais ça, c'était une église privée catholique qui a demandé à ce que c'était il y a Mohamed, tu me contrediras si je dis des bêtises, je pense que c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Il y a eu toute une affaire à Dakar parce qu'une école catholique qui est très, très réputée avait demandé à ce que les filles enlèvent le voile. C'était une première au Sénégal et il y a eu il y a eu plein, plein de débats justement sur la question de la laïcité, etc. Et d'ailleurs, la conclusion, je crois que ces filles aujourd'hui ont remis le voile. Mais bon, en plus, il s'agissait vraiment d'une population particulière, puisque c'était surtout des filles d'origine libanaise, donc avec un islam chiite. Bon, après, je n'ai pas trop étudié la question, donc je ne sais pas très bien. Mais d'une manière générale, au Sénégal, c'est quand même un pays très, très majoritairement musulman, et où il n'y a absolument aucun problème à montrer. Au contraire, c'est bien de se montrer religieux. Donc, les filles qui portent le voile à l'école, c'est toléré, tout à fait. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est bon. Et la deuxième question, c'était, pardon, oui, celle qui porte le voile pour un effet de mode, qu'est-ce que ça dit du Sénégal? Bon, je vais faire une réponse très rapide, hein, qui sera certainement très, très incomplète. Ça dit du Sénégal que le Sénégal est dans le monde aussi, tout simplement, que le Sénégal est connecté au reste du monde, au monde islamique aussi, que le voile islamique est aussi un phénomène de mode aussi, de qu'est-ce que c'est que justement, enfin, nous on se pose la question dans notre programme ANR, de qu'est-ce que c'est que la bonne religiosité des femmes musulmanes, avec tout, c'est pareil, hein, je mets les guillemets, hein, parce que qu'on ne dise pas que, que je dis que c'est comme ça d'être une bonne musulmane, certainement pas. On se pose la question de savoir pour quelle femme, dans quel contexte, c'est la mise en avant de certaines religiosités. Et il est vrai que sur les réseaux sociaux, sur les influenceuses, donc, par exemple, sur lesquelles Mohamed travaille, etc., il y a le port du voile islamique qui devient aussi une mode de la bonne musulmane aujourd'hui internationalisée, porte le voile. Alors, ça peut être un voile qui est hyper fashion, avec plein de couleurs, avec plein de choses, quoi. Et donc, les femmes sénégalaises, elles voient ça et elles ont aussi envie d'adhérer à ça. Entre autres, ce n'est pas du tout la seule raison, hein, voilà. Mais il y a ça aussi. Ça dit surtout que voilà, le Sénégal est dans le monde et que ce sont des musulmanes qui sont dans le monde musulman et qui évoluent avec le monde musulman et qui se le réapproprient et le transforment. Et c'est ça que ça dit pour aller très, 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 très vite. Merci Fabienne. Bah, à notre époque, les femmes mettaient beaucoup le voile parce que ça faisait partie des critères de choix des garçons. Mais il y a ça aussi. Malik, ouais. Malik, peut-être que tu as une réponse par rapport au contexte sénégalais. Tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir monde. Malik. Alors, Oui, on vous entend. je vous parle du Sénégal et dommage que Fabienne n'ait consacré que quelques 10 minutes à notre pays. Mais en fait, en tant que citoyen sénégalais, je valide tout ce qu'elle a dit sur la représentation du voile au Sénégal. Et d'ailleurs, elle a abordé une question très importante sur la question de l'identité sénégalaise, parce que sont nombreuses maintenant les femmes qui portent le voile sans pour autant appartenir aux organisations islamiques. Parce qu'au début, il y avait un fait qui constitue un fait, c'est-à-dire que les femmes qui adhèrent aux organisations islamiques, disons islamiques, qui portaient le voile. On les appelle ici au Sénégal les Ibadou, en référence à une organisation qui est née en 1978 et qui s'appelle l'organisation de la démocratie Ibadou Rahman. Mais à partir d'un certain moment, le voile islamique s'est répandu et on ne distingue même plus voilà,
on appelle toutes les femmes qui portent le voile ibadou, mais on voit, comme l'a dit Fabienne, des mourides, des tidianes, que la société sénégalaise est largement représentée par les confréries. Et ce qui est intéressant, surtout au niveau des intellectuels, c'est cette sénégalisation du voile. C'est-à-dire qu'on ne porte plus le voile, en fait, la plupart des femmes ne portent plus le voile selon les styles iraniens, saoudiens ou égyptiens, mais suivant le style sénégalais. On porte le vêtement sénégalais et on se couvre la tête conformément aux injonctions coraniques. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le phénomène se répand de plus en plus et que l'on voit des Sénégalaises voilà, de toute évidence porter le voile, et certaines portent le voile et n'aimeraient même pas qu'on leur parle du badou parce que le concept a été si galvaudé et a été associé à une hostilité aux confréries, et les confréries sont extrêmement puissantes au Sénégal. Ça, je pense que tout le monde le sait. En ce qui concerne maintenant le voile à l'école, voilà, ici, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème, sauf, comme l'a exprimé tout à l'heure Fabienne, la présentatrice, c'était il y a 3 ans, justement, comme elle l'a dit. C'est une école catholique Saint-Jean d'Arc qui avait demandé à ce que les filles se conforment au règlement de l'école et que le voile n'était plus le bienvenu. Alors, le ministère de l'Éducation nationale avait menacé, ça a fait beaucoup de bruit parce que le ministère de l'Éducation nationale avait menacé de fermer l'école. Alors, l'Église a réagi en disant que le ministre a réagi en tant que musulman. Le khalife général des Tidjanes a réagi également en disant qu'il n'était absolument pas concevable que l'on interdise le voile alors que les chrétiennes et les chrétiens portent leur croix. Bon, finalement, je pense que les filles avaient quitté l'école l'année suivante parce que l'État finalement avait abdiqué et que, en tout cas, il n'y a pas eu de problème, mais il y a eu quelques tensions et c'était temporaire. Voilà donc ce que je voulais ajouter à l'exposé que je trouve déjà très intéressant. Merci beaucoup. Merci Malik. Fabienne? Merci beaucoup. C'était un commentaire, je pense que ça n'appelait pas de réponse. Il y a même des femmes qui portent des voiles transparents, c'est ça, j'en ai vu au Sénégal, voilà, qui portent un voile sur les cheveux, mais en fait le voile il est transparent, donc on voit les cheveux au travers. Donc moi j'en ai rencontré une fille comme ça, je lui ai dit mais voilà, c'est censé cacher les cheveux, mais on voit les cheveux au travers, donc voilà, c'est toutes les façons de le porter en fait. Elles sont dans le monde. Elles font attention à tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les médias et tout. Et voilà, elles sont dans le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et s'il n'y a pas d'autres questions, une dernière question? Ok, je ne vois pas de main. Et merci encore Fabienne pour ce parcours de l'Algérie au Sénégal. Moi, je n'avais d'idée de Blida que lorsque l'Algérie recevait des équipes d'Afrique subsaharienne pour des compétitions. Et Blida, c'était vraiment un terrain compliqué pour les adversaires qui rencontraient l'Algérie, en tout cas dans des confrontations décisives. Et aujourd'hui, là, on a une autre facette de Blida à travers les femmes, à travers leur religiosité qu'elle essaie d'exprimer à travers le voile. Et aussi une idée sur comment aujourd'hui le voile constitue un espace de présentation de soi en milieu sénégalais où on constate que de plus en plus le cliché autour du rôle du patriarcat est en train un peu de s'éroder comparé à ce qui s'est passé il y a 20-30 ans avant. Merci beaucoup et merci à tous les participants de cette session qui clôt la session 2022 des midis virtuels. Et le prochain rendez-vous, c'est pour 2022, le 19 janvier précisément, avec Seydi Abba. Et avec lui, on va parler du facteur du religieux dans la mobilisation des groupes terroristes djihadistes au Sahel. Donc, Clara, merci beaucoup.
Merci à vous tous. Merci pour cette belle présentation. Et à bientôt. À très Bah, bientôt. merci, salut tout le monde. Salut Youssouf, Fabienne, salut. De toute façon. Salut Mohamed, à Ouais, bientôt. salut, à plus tard. Merci, à bientôt. Merci Clara, allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Thierry, à bientôt. Voilà.